Ce film est dédié à la mémoire de tous ces déportés et transportés qui n'ont jamais revu leur patrie. Vous qui regardez ce film, ayez une pensée pour leurs descendants qui vivent encore à 22 000 km d'Algérie. Pour bannir l'oubli, envoyez-leur une carte postale d'Algérie. Ils ont lutté pour leur terre. Ils ont lutté pour leurs droits. Ils nous ont laissé un message de paix. Un message qui nous vient de passer. Pour l'éternité. Mais ces gens qui étaient en fait déportés en Nouvelle-Calédonie se savaient morts vivants. Ces condamnés ne revenaient jamais et les lois étaient conçues pour qu'ils ne reviennent pas. Donc, Calédonie, c'est un lieu d'où on ne revient jamais. Donc c'est un peu l'autre côté de la vie. C'est un peu comme dans la civilisation pharaonique, on traverse le fleuve pour passer de la vie à la mort. C'est un peu ça dans l'imaginaire de l'époque. La déportation, c'est aussi une condamnation à mort. C'est la condamnation à mort du lien entre l'individu et sa communauté. Et depuis quelque temps, on enregistre en Calédonie, je crois, une demande très forte de gens qui veulent remonter à leurs origines, qui veulent savoir. Si l'histoire est un éternel recommencement, c'est également une phase de surprise et c'est à l'homme de le surpasser. Donc c'est à son génie, à son respect dans les anciens, à leur mémoire, à ceux qui ont cru dans les vicissitudes de l'histoire, d'aller au-delà, de croire en la vie et de construire ce lendemain qui nous attend. Si ça m'a appris quelque chose, cette recherche des origines, c'est que notre bonheur aujourd'hui en Calédonie, parce qu'on vit dans un pays merveilleux qui se développe, où on se parle, où on se salue dans la rue, où on a un réel bonheur de vivre, une réelle joie de vivre, eh bien tout ça, on le doit à tous ces vieux qui ont trimé, qui ont souffert, qui ont craché leurs tripes, qui ont parfois, pour certains d'entre eux, vécu des vies lamentables, des vies qu'on souhaiterait à personne. Oui, mais c'est ça, c'est la loyauté. Ça, c'est la loyauté. C'est qu'il faut absolument qu'ils n'oublient pas la souffrance de leurs ancêtres, et il faut qu'ils soient loyaux envers cette souffrance. Mais c'est aussi une reconnaissance d'identité. Parce que tout est lié. Reconnaître l'origine, c'est reconnaître la déportation, c'est reconnaître la souffrance, c'est reconnaître les ancêtres, et c'est avoir de la loyauté envers son origine, sa famille et la transgénération. Il faut penser que les vieux ont très souffert. Et c'est ça la fierté. Il faut penser aux ancêtres. Nous sommes dans la première commune de Brousse, qui se situe dans une région qui a su préserver son identité.
Elle se caractérise par sa production agroalimentaire et sa population où plusieurs ethnies coexistent. Dans cette vallée, nous retrouvons Haïfa Tayeb, personnalité emblématique, messager de la communauté arabe qu'il évoque. La population d'origine arabe, avec des origines arabes, avec un peu de sang arabe, elle doit représenter certainement 15 à 20% de la population de Bouraï. Ah oui, oui, ah oui, il y en a, hein, il y en a. Hein. Il y a le nom d'arabe aussi. Hein. Vous connaissez les arabes? Oui. Ah bon, vous avez des amis arabes? Oui. Où? Ben, partout. Partout il y en a? Partout il y en a. Tout le monde y travaillait partout. Ah. Haïfa le calife se confie à notre chercheur et parle d'un monde plus juste. Pour lui, combien de générations faudra-t-il sacrifier pour prouver leur existence sur cette grande terre du Pacifique? Le véritable problème de notre communauté, des enfants qui sont nés, de parents qui sont venus. Oui. Ceux qui sont déjà de la deuxième ou troisième génération, le problème ne se pose pas. C'est ça. Mais nous, notre problème se pose. D'ailleurs, j'ai toujours dit, voilà, j'allais demander un certificat de nationalité française pour voir comment ils vont me le rédiger. Parce que son certificat de nationalité française, j'aimerais bien qu'elle le retrouve dans son dossier pour voir comment il a été rédigé par un juge. Il est au vice-rectorat? Oui. Et comment il a rédigé ça? Il a rédigé un certificat de nationalité française par assimilation. Qui m'a marqué, c'est peut-être le fait quand on demande les recensements et tout, que donc il y a des choses où on nous demande qui on est et on n'arrive pas à le dire. On n'arrive pas à dire qui on est exactement parce que on n'a pas d'attache profonde. Mais une quête perpétuelle des origines, compensée par ces toiles qui permettent à Fatma de voyager vers ses racines. Un véritable appel du sang. C'est ce sang qui est en nous, qui nous fait battre des sentiments forts vers nos origines, qui est l'Algérie, qui est le Yémen. C'est des choses qui se débattent en nous. Voilà. Alors j'aurais aimé dire que donc même ici, hein, même si nous sommes loin, même maintenant, si donc ça tend à disparaître avec les années, on essaie de faire ce qu'on peut pour instruire toujours nos enfants, leur donner toujours la généalogie pour pas qu'ils l'oublient. Fatma est habitée par des images vues dans ses rêves. Elle nous transporte avec passion dans son imaginaire, envahie de paysages qui reflètent la beauté du pays de ses ancêtres. Ces images suscitent en elle le besoin de voir, d'écouter, de sentir tout ce qui touche à son pays. Tout dans sa maison, objets, toiles, meubles, bijoux, évoque l'Algérie. Fatma a su intégrer chez elle une Algérie dans toute sa diversité.
C'est ce que j'ai envie de vivre, c'est ce que je veux voir, c'est ce que je veux découvrir. On m'a ramené du sable. J'ai du sable des déserts. On m'a ramené plusieurs fois du sable que je pourrais montrer que j'ai ici. Et bien que j'avais envie de toucher cette terre que j'ai pas connue. Pour eux, le cœur de l'homme, quand il s'éloigne de la nature, se durcit. Eh bien, ils ont choisi la nature. Ils ont choisi une vie de labeur, de sueur. Ils se sentent attachés à la terre. أنا خدامة هنا التراب نتاع نوفل كاليدوني التراب مليح ما ماهوش التراب نتاع الجيري التراب نتاع جدك هذا هو الخير. On vient se ressourcer chez le père Lamouri, patriarche de Nessadiou et témoin de cette mémoire exilée. Ouais. Je suis un fils de déporté pour la guerre qu'il y a eu contre les Français qui ont pris nos terres. Ils nous ont pris à nous, ils nous ont enlevés de chez nous, ils nous ont déracinés. La langue et puis tout. Mais le cœur, il est toujours là, je serai toujours pour ça. Voilà. Vive l'Algérie. Terre arrosée des larmes de douleur des vieux déportés. 130 ans après, Ahmed Lamouri nous a surpris en s'exprimant dans un arabe du terroir, héritage qu'il est le seul à avoir conservé précieusement. هذا البابور هذا هو نروح في البلاد البابور هذا هو البابور هنا. Une jovialité qui reflète l'espérance dans une convivialité légendaire. Des regards qui interpellent, un silence poignant, un cri pour l'existence. Il y a maintenant une reconnaissance des autres communautés dans ce pays. Et puis les jeunes ils se sentent plus attirés aussi par leurs racines, leur histoire. Ils demandent d'en savoir. Donc il y a les recherches. Il faut aussi que ceux d'Algérie puissent nous aider aussi. Parce que la recherche, c'est difficile. En Algérie, à 22 000 km de la Nouvelle-Calédonie, les mêmes images traduisent la même quête, avec les mêmes regards, les mêmes expressions, les mêmes démarches, les mêmes questions. Nous sommes à Ain Turki, nous assistons à une commémoration. Tous mobilisés pour nous interpeller. Dans ce village montagneux, ils rendent hommage à la mémoire de leurs déportés. ما أجرى في عهد الاستعمار وما عملت على شعبنا وما قتلت وما سجنت وما أنفت إلى خارج البلاد. Avec ces photos, ils immortalisent leur âme et ces objets symbolisent la fierté des ancêtres déportés pour les générations d'aujourd'hui. Ces objets brandis sont les témoins de ce passé douloureux. Ils traduisent le même appel et le même cri. Ils évoquent un passé et un destin commun douloureux. Une pensée pour ces déportés, pour qu'on n'oublie pas. Un devoir de mémoire. Un peuple et
une constance dans les rapports anticoloniaux. Et après tout ce qui s'est passé, du premier grand bonhomme jusqu'au dernier qui est mort dans l'anonymat le plus complet, c'est tout ça l'histoire de l'Algérie. Une histoire riche en événements, en sacrifices, souvent ignorés et méconnus, dont une partie se trouve à l'autre bout du monde, où vit toute une communauté de descendants de déportés et de transportés qui s'interrogent. Il fallait qu'on sache quelles étaient nos racines, quelle était notre histoire, la vraie, pas celle inventée pour la gloire des uns ou des autres ou d'un drapeau, mais la vraie histoire des vrais gens. Et c'est vrai que la Calédonie passe son temps depuis 20 ans à voyager, naviguer entre un passé qui n'aurait pas d'avenir et puis un avenir où il manquerait un passé. Et donc le but de la démarche de tout le monde, je crois, de toutes les communautés en Calédonie, c'est de savoir on vient d'où, c'est quoi nos origines, c'est pourquoi nous on est là. Ils ne peuvent accepter leur identité actuelle que s'ils retrouvent des racines et qu'ils sont en harmonie avec ces racines. Tant qu'ils n'ont pas pu retrouver le lien, ils se sont accrochés à une identité 22 000 km plus loin. C'est à partir du moment où il y a une reconnaissance, où on leur dit « vous êtes des Algériens », on vous reconnaît, même comme des Algériens qui ont souffert, parce qu'on vous a déportés injustement, qu'ils peuvent, à mon avis, être des bons Calédoniens et qu'ils peuvent maintenant s'intégrer d'une manière correcte dans le pays. Pour construire un pays, aujourd'hui, il faut considérer son passé. Il faut voir son passé en transparence. Rompre l'oubli qui encercle cette histoire et pour mieux comprendre la déportation et la transportation, nous remontons le temps pour reconstituer le puzzle dans toutes ses dimensions, retrouver le chemin de la vérité et donner un sens à ce passé. Nous avons fait témoigner chercheurs, historiens et autres personnalités qui se sont consacrés à ce sujet. Et nous avons consulté de nombreux ouvrages, recueils, articles, pour mieux comprendre cette tranche d'histoire, faite de répression, de violence, de larmes et de douleurs enveloppées de silence. Et j'ai voulu dans le livre essayer de transmettre un peu de ce que ça voulait dire en fait à l'époque, être envoyé en enfer alors qu'on est vivant. Voilà, c'est terrible ça. Je pense que on ne comprendra jamais assez en fait cette ampleur de la souffrance qu'ont vécu ces gens. Je pense on doit en parler, parce que parler de la douleur fait partie aussi du processus de soins en fait, historique en fait, et de l'Algérie, j'allais dire métropolitaine d'ailleurs, et de l'Algérie, j'allais dire dans les îles en Calédonie. Nous commençons nos recherches à partir de cette terre de bagne, une terre où les familles ne parlaient guère de leurs ancêtres dans le passé pas si lointain. Nous sommes à Nouville, où se trouve le centre d'archives de la Nouvelle-Calédonie, lieu de mémoire de cet archipel. Ismet Kurtovic, historien, chercheur et directeur du centre des archives de Nouméa, nous parle des travaux de recherche effectués sur les déportés algériens. Il y a plusieurs travaux de nature universitaire, de nature généalogique un petit peu, de nature iconographique. Il y a eu des films qui ont été faits sur les déportés et les transportés originaires de l'Algérie en Nouvelle-Calédonie. Des mémoires de maîtrise, de DEA, quelques doctorats je crois, des ouvrages. Non, ce n'est pas un sujet qui a été délaissé, pas du tout. Nous avons demandé à consulter les archives de l'administration pénitentiaire dans ce centre pour retracer l'itinéraire des déportés et transportés algériens. Mais nous avons peu de documentation sur la transportation et la déportation, parce que par nature c'était une documentation administrative
et qui a été, dans un deuxième temps, quand le centre pénitentiaire a été fermé, qui a été envoyé au centre des archives d'outre-mer à Aix-en-Provence. Et en Nouvelle-Calédonie, il faut dire, on n'a peut-être pas pris tout le soin qu'on devrait aux archives de la transportation, et pour cause. Hein. Je crois qu'on ne peut pas blâmer nos parents d'avoir voulu tourner cette page. En tout cas, moi, je le comprends fort bien. Bien sûr, aujourd'hui, on peut regretter, mais bon, il y en a tellement d'archives à Aix-en-Provence que le mal se répare tout doucement grâce au microfilm, grâce à la numérisation. Et grâce aux avions, on peut aller à Aix. Le voilà à Aix-en-Provence, au centre des archives d'outre-mer sur les traces des dossiers des déportés et transportés. Nous avons été pris en charge par Madame Taillemite ainsi que Nicole Célestin qui a consacré sa vie aux archives d'outre-mer. Toutes les facilités nous ont été accordées. Nous avions en face de nous des personnes passionnées. À l'intérieur, des rayons entiers sont consacrés aux dossiers des Algériens. La consultation de ces dossiers est soumise à la loi sur les archives. C'est-à-dire que la loi fixe différents délais suivant les types de dossiers. Et pour ce qui est de l'administration pénitentiaire, la communication est libre seulement 100 ans après la date de la condamnation de la personne. Ce qui fait que dans ces dossiers, il y en a beaucoup qui ne sont pas librement communicables. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des archives de l'administration pénitentiaire, où chaque dossier porte un matricule et rapporte une vie. Donc, tous ces documents, que ce soit les registres matricules ou les dossiers individuels, concernent seulement la vie de la personne du moment de sa condamnation jusqu'à sa libération du bagne. Chaque dossier contient son histoire du bagne, ses punitions, ses condamnations, ses commutations de peine et son sort final. Ces dossiers, ça représente vraiment des tranches de vie extraordinaires. Parce que même si, bon, suivant les dossiers, on a plus ou moins d'éléments, mais quand même, on a toujours l'impression d'avoir d'un seul coup résumé la vie d'une personne. Maintenant que le bagne n'est plus tabou, on commence à s'intéresser à la reconstitution de son histoire. Chacun de ces chercheurs a fait parler les dossiers, tissé des liens. C'est un moment de rencontre entre le vécu et l'imaginaire. Aujourd'hui, ils se sentent chargés d'en transmettre le contenu pour perpétuer leur âme. Il y a un engouement pour la généalogie, et qui veut faire sa généalogie et qui a un bagnard dans sa famille, il est bien obligé d'en passer par là. Donc, je crois que de plus en plus, le sujet tabou du bagne va disparaître et disparaît pour faire place à une curiosité tout à fait naturelle. Hein. أنا كي بديت الخدمة فيه ناس هنا في العاصمة قالوا لي راك تضيع في وقتك. هكذا قالوا لي راك تضيع في وقتك ما تلقى حتى شيء. ولكن أنا كي رحت لفرنسا لإكسام بروفانس بالذات وأرشيف وزارة الحرب في فانسان في باريس وأرشيف الوطني نتاعهم في باريس يعني مادة كبيرة يعني كراطن بحالها يعني لقيت مادة كثيرة فنشرتها وبالصدفة يعني وأنا نبحث كل الثورات نتاع القرن الماضي لقيت عندها بعض الرسائل صورت ما أستطيع ولكن ما نقولش وفيت. كان كي كنت نخدم في إكس كان واحد باحث كندي يبحث على ثورة ولاد سيد الشيخ. شوف يعني وإحنا الجزائريين للأسف يعني الثورات نتاعنا في القرن الماضي إلى حد الآن لم نعطيها حقها. Dans ces archives, on trouve un fichier global qui comprend toutes les catégories de prisonniers, déportés politiques, droits communs, relégués, comme définis par les lois françaises. Il y a 3 lois françaises qui ont organisé l'exil, qui sont à l'origine de l'exil de Maghrébins en Nouvelle-Calédonie. Alors il y a la loi qui organise la transportation, la loi qui organise la déportation politique et celle qui organise la relégation. Ces lois s'espacent dans le temps et se chevauchent également. La première, c'est donc une loi de 1854 qui dit que tous ceux qui seront condamnés aux travaux forcés seront transportés dans une colonie autre que l'Algérie.
Donc au départ, cette loi s'adresse essentiellement aux Français, mais l'Algérie étant française va s'adresser également aux condamnés algériens. Et donc à partir de l'application de cette loi, les Algériens condamnés aux travaux forcés seront transportés d'abord en Guyane, puisque c'est là que s'exerce la loi de 1854, puis à partir de 1864 en Nouvelle-Calédonie. La déportation politique est une peine perpétuelle, alors que la condamnation aux travaux forcés, c'est une peine dans le temps, sauf si on est condamné à perpétuité. Nous avons constaté que les historiens ont beaucoup à dire quant à l'application de ces lois. Le gros problème aussi avec les Arabes, c'était entre transportation et déportation. Parce que ce que eux considéraient comme un crime juste dans leur justice arabe n'était pas reconnu par la justice française et coloniale. Donc c'était pour leur honneur qu'ils avaient tué et c'était un crime aux yeux du gouvernement français. Donc